13h sur la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, une immersion dans le système du e-concours, un système qui promet fiabilité, transparence et instantanéité. La réalité du terrain est constatée par les hommes de médias ce matin. Draman Dadia nous fera le point en ouverture de journal. Dans ce journal, le lancement d'un projet dédié aux femmes qui font dans le pastoralisme. Femmes pastorales du Sahel en mouvement est le nom du projet et elles se mettent en mouvement pour leur dignité et leurs droits socio-économiques. Précision dans un instant. Mois de juin, mois de l'assistance judiciaire au Burkina. Pour ce faire, nous irons à la découverte du fonds d'assistance judiciaire. Son représentant sera du reste l'invité de ce 13h. Bonjour et merci de nous suivre. Le ministère de la fonction publique lève un coin de voile sur les opérations du e-concours. Pour la session de 2021, plus de 120 concours professionnels sont administrés en ligne. Fiabilité, instantanéité et transparence sont les promesses du e-concours. Les hommes de médias étaient invités ce matin à constater les réalités du terrain. Constat en image avec Rasmane Zoundi et Draman Dadia. Surveillance simultanée de 3 salles de composition des concours professionnels de la fonction publique à partir de cet écran de contrôle. 124 concours professionnels sont en ligne sur la plateforme e-concours pour cette session de 2021, deuxième année d'expérimentation du système. Armel est candidat face à son ordinateur à quelques minutes du coup d'envoi. Selon en tout cas les résultats des premières compositions, on pense avoir foi à cette plateforme. Si la réponse est exacte, ça veut dire que les résultats aussi sont triviaux. Au programme de ce 23 juillet, 3 concours professionnels, les inspecteurs et assistants techniques de l'environnement et les adjoints de secrétariat, répartis dans 3 sites, dont un à l'université Joseph Kizerbo et 2 à l'école nationale d'administration et de magistrature. Les sujets sont sélectionnés et tirés dans la veille, c'est-à-dire la nuit avant la journée d'aujourd'hui. Il y a des techniciens du ministère, accompagnés des techniciens des différents ministères qui sont concernés par les concours, qui procèdent au tirage et à la sélection au tirage des sujets qu'ils remettent aux informaticiens qui l'exportent sur la plateforme. Alors, le matin, on procède à l'appel. Comme vous le voyez dans la salle, l'appel a déjà été fait et chaque candidat est devant un ordinateur. Et sur l'écran, vous verrez qu'ils doivent insérer leur code et pouvoir ouvrir maintenant pour commencer la composition. 2 épreuves, spécialité et culture générale, administrées aux candidats. Au total, 60 questions leur sont soumises pour une durée de 2 heures. Fatimata sort de la salle de composition 55 minutes après le début des opérations. 135 candidats pour 7 postes à pourvoir. Elle est tout de même confiante en attendant la proclamation des résultats prévus cet après-midi. C'est que si j'ai répondu aux 60 questions. Voilà. Bon, oui, j'ai vu ma note aussi, ça va. J'attends les résultats. À la fin de la composition, nous procédons en fait à la correction. C'est juste une fonctionnalité qui est disponible, qui consiste, vous cliquez dessus et puis voilà, la machine se charge de corriger et de classer les candidats par ordre de mérite. Fiabilité de la plateforme e-concours, dit-il. Le défi pour le gouvernement est d'étendre la composition en ligne au concours direct de la fonction publique. Nous restons au ministère de la fonction publique pour le coup de gueule des inspecteurs et contrôleurs du travail. À travers leur syndicat, ils dénoncent les promesses non tenues du ministre. Ils ont donné de la voix au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Nongba Kouda et Nyaki Teda. Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, SYNACID, n'est pas content de la manière dont les travailleurs du ministère en charge de la fonction publique sont traités par les premiers responsables au sein du département. Il dénonce le non-respect des engagements et là-dessus, le SYNACID en veut pour preuve la non-tenue des instances, notamment le cadre de concertation, syndicat, ministre de la fonction publique ainsi que la conférence annuelle des contrôleurs et inspecteurs du travail depuis 2018. Cette situation
conséquence du déni du dialogue social et du style de gouvernance solitaire, ainsi que le refus de tout esprit critique, a mis aujourd'hui l'administration du travail dans une certaine léthargie. Des pans entiers de services qui faisaient la fierté de l'administration du travail et qui recevaient régulièrement les félicitations du Bureau international du travail BIT et des partenaires sociaux pour la qualité du travail produit ont pris un coup par une gestion partisane et clientéliste des ressources humaines. Le SYNACIT reste ouvert au dialogue selon les conférenciers qui n'excluent pas d'autres actions si leur appel reste vain. Également face à la presse, le ministre de la Santé, pas pour un coup de gueule, mais pour demander l'accompagnement des femmes et hommes de médias dans la réussite de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina. Les échanges s'inscrivent donc dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication et de lutte contre la pandémie. L'étape de Gawa est rapportée par Oumarou Sagnon et Christophe Da. La maladie à coronavirus au cœur de la rencontre entre le ministre de la Santé et les hommes de médias du Sud-Ouest. Dans un échange direct, Charlemagne Ouedraogo a décliné les attentes du département de la Santé vis-à-vis des journalistes de la région. Nous attendons de ces hommes de médias d'arrêter et surtout ne pas relayer les fake news et de relayer plutôt la bonne information qui existe au ministère de la Santé. C'est pour cela que nous souhaitons qu'à l'échelle des régions, nous puissions avoir un partenariat solide afin que nous puissions vous passer la bonne information pour que vous puissiez relayer et que les populations puissent vous écouter. Et cela va créer un engagement communautaire en faveur donc de la vaccination. La campagne de vaccination est lancée le 2 juin dernier au Burkina avec 115 000 doses du vaccin AstraZeneca. Elle est effective dans toutes les régions du pays, mais les cibles semblent traîner les pas. Au sud-ouest, seulement 1236 personnes ont reçu le vaccin. Les doutes doivent être levés à tout prix, selon le ministre. Bien, ceux qui doutent encore de ce vaccin, je leur dirais d'aller à la bonne information. Le ministère de la Santé est disponible pour encore apporter la bonne information et dire que c'est une arme efficace qui est venue compléter l'arsenal de lutte contre la Covid. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, plus d'avantages que d'inconvénients à prendre le vaccin contre la Covid. Sur les 1236 personnes vaccinées, 113 cas de manifestations post-vaccinales sont enregistrés, sont toutes mineures, selon le directeur régional de la santé du Sud-Ouest. Les cibles recevront au mois d'août leur deuxième dose et les autres vaccins arriveront dans les semaines à venir au Burkina Faso. Femmes pastorales du Sahel en mouvement, c'est le nom d'un projet lancé ce 22 juin à Ouagadougou. Son ambition, le renforcement des capacités des femmes qui font dans le pastoralisme, la défense de leurs droits socio-économiques et la préservation de leur dignité. Le projet est porté par l'association Tin Inan et s'exécutera dans 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, nous disent Paul David Bambara et Oumou Sissi. Femmes pastorales du Sahel en mouvement Oreoube Marobe Oumima, un projet de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des femmes, un projet porté par l'association Tin Inan. D'une durée de 2 ans, le projet a un coût global de $150,000, soit environ 75 millions de francs CFA. Il est exécuté au Mali, au Niger et au Burkina Faso. L'objectif, c'est vraiment de renforcer tout cet ensemble de femmes pastorales au Sahel, dans les 3 pays. Le projet, il va un peu dans ce sens pour faire de sorte que ces femmes s'éveillent, qu'elles bougent et qu'elles participent. Et pour la bonne mise en œuvre du projet Femmes pastorales du Sahel en mouvement, l'association Tin Inan peut compter sur l'appui technique du ministère en charge des ressources animales. À travers l'accompagnement technique, l'encadrement par nos directions techniques opérationnelles. Et nous sommes en train de regarder avec eux, dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes budgétaires, comment également faire pour les accompagner. Parce que ce que nous avons vu ce matin, c'est un engagement des femmes, c'est une résilience face aux difficultés qu'elles rencontrent. Et au ministre Modeste Yerbanga, les femmes de l'association Tin Inan ont montré leur savoir-faire dans la fabrication des produits de beauté à base de la production animale, de la médecine traditionnelle et des décorations intérieures de femmes du Sahel.
Pour des activités pastorales sans conflit avec les agriculteurs, des institutions sous-régionales sont engagées sur le terrain. La CEDEAO, le SILS et la GIZ organisent depuis ce 22 juin à Ouagadougou une rencontre de concertation sur la prévention des conflits liés à la transhumance transfrontalière. Elle réunit magistrats et forces de défense et de sécurité de 4 pays ouest-africains, Souleymane Sanou et Boukari Ouedraogo. Depuis 2012, les différentes crises dans la bande sahélienne forcent les transhumants à des départs précoces. Un élevage mobile qui n'est pas sans conséquence car très vite un conflit est arrivé entre éleveurs et agriculteurs. Pour la gestion de ces conflits en première ligne, les forces de défense et de sécurité et également les magistrats. Aujourd'hui, ils sont venus du Burkina, du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire et en présence des leaders d'associations des éleveurs et des agriculteurs pour renforcer leurs capacités pour une gestion plus efficace des conflits liés à la transhumance. Il y a ces dernières années une multiplication des conflits entre les différents opérateurs ruraux et c'est pour cela que nous avons pensé utile de nous doter de moyens pour prendre en charge ces conflits. C'est une activité très importante parce que vous savez, de plus en plus au niveau de la sous-région, nous connaissons des conflits entre éleveurs, entre les agriculteurs dans leurs déplacements. La réglementation sera révisitée au cours de cette rencontre d'échange et d'information de 72 heures qui vise essentiellement la promotion d'une transhumance frontalière apaisée, garant de la paix sociale. Halte à présent sur le fonds d'assistance judiciaire, fonds né pour soutenir certaines catégories de personnes à faire valoir leurs droits en justice. Au nombre des bénéficiaires du fonds, Issa Yameogo, enseignant vacataire, il y a fait recours suite à un différend avec son employeur. Voyons tout cela dans ce reportage de Gérard Sommet et bienvenue Tansa. Issa Yameogo, économiste de formation et enseignant vacataire dans des instituts de formation depuis près de 10 ans. En 2016, Issa a maille à partir avec l'un de ses employeurs. Les raisons, arriérés de salaire et licenciement abusif. J'avais un petit souci avec mon ex-employeur, je pense en 2016, et qui a abouti au fait à un licenciement abusif. L'affaire remonte en justice, mais si Yameogo n'est pas en mesure de couvrir les charges y afférentes, il s'attache donc les services du FAJ, le Fonds d'assistance judiciaire, un fonds qui a pour vocation de soutenir des justiciables en manque de ressources pour intenter une action en justice. Le Fonds d'assistance judiciaire est un établissement public de l'État créé pour venir en aide aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir les droits en justice, en qualité de défendeur ou en qualité de demandeur. Au-delà de ces personnes indigentes, il y a des personnes déterminées, notamment les femmes, les enfants, les personnes victimes d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, à qui l'État vient en aide. Ce soutien a consisté à m'octroyer un avocat pour m'assister dans la procédure. Et donc effectivement j'ai eu l'avocat, donc il m'a suivi jusqu'à la fin du procès. La justice tranche en faveur de Issa Yameogo. Son bourreau est condamné à lui verser plus de 4 millions de francs CFA, mais jusqu'alors, pas de suite. Issa dit n'avoir reçu aucune compensation. Son bourreau, porté disparu, affirme-t-il. Voilà un reportage réalisé dans le cadre du mois de l'assistance judiciaire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Rodrigue Ted Bilgo. Vous êtes le directeur du recouvrement et du contentieux du Fonds d'assistance judiciaire. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci. Voilà un fonds d'assistance judiciaire pour garantir l'égal accès à la justice. Cela sous-entend qu'il y a des obstacles objectifs à la gratuité de la justice. Oui, merci beaucoup madame pour l'invitation faite au Fonds d'assistance judiciaire. Effectivement, il y a des obstacles pour l'accès à la justice d'une certaine catégorie de personnes, notamment les personnes vulnérables, mais également certaines personnes qui n'ont pas assez de ressources, les personnes dont les ressources sont insuffisantes.
Nous savons tous que parfois il est dit que la justice est gratuite, mais il y a des aspects qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut avoir un avocat. Et dans le cadre d'une procédure également, il y a des actes qui peuvent nécessiter que vous engagez des frais. Alors, c'est dit dans le reportage, le fonds est destiné à une certaine catégorie de personnes. Quels sont les critères d'éligibilité à ce fonds-là? Comme vous le dites, il y a une certaine catégorie de personnes. Il y a ce qu'on appelle les bénéficiaires d'office de l'assistance judiciaire. Okay. Ça veut dire que vous avez les enfants, vous avez les personnes qui sont victimes d'atteintes à leur intégrité physique ou qui ont été victimes d'actes de torture exercés par les agents de l'État. Vous avez les ayants droit de ces personnes-là. Lorsque vous avez été victime d'atteinte à la vie, c'est possible que vos ayants droit qui engagent une procédure puissent bénéficier de l'assistance judiciaire. Il y a également les femmes surtout les veuves qui ont en charge d'enfants mineurs dans les procédures de succession. Vous savez quand même que c'est un problème crucial, cette question de succession parfois. Donc c'est tout à fait normal que nous fassions de ces personnes-là des bénéficiaires d'office. Et eux, ça veut dire qu'ils ont juste besoin de faire une demande d'assistance judiciaire pour être bénéficiaires. Ils n'ont pas de conditions particulières à poser. De l'autre côté, vous avez ceux qui doivent justifier qu'ils sont indigents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de ressources pour faire face aux frais qu'une procédure judiciaire peut engager. Et quelles sont les pièces justificatives que la personne doit apporter, par exemple? Pour ceux qualifiés de bénéficiaires d'office, comme je vous l'ai dit, c'est la demande, justifier qu'ils sont dans les catégories visées. Mais pour la seconde catégorie, il faut le certificat d'indigence. C'est un document qui est délivré par la mairie, mais ce n'est pas le seul document, puisque vous pouvez, pour prouver la précarité de votre situation matérielle, apporter un document qui puisse faire cette preuve-là. Alors c'est dit dans le reportage, Issa Yameogo qui est bénéficiaire du fonds, il dit qu'il a bénéficié de l'accompagnement d'un avocat. Est-ce la seule forme d'accompagnement du fonds d'assistance judiciaire? Merci pour cette question. C'est vrai qu'on a tendance à penser que l'assistance judiciaire se limite seulement à la question de l'assistance d'un avocat. Mais non, il y a d'autres services qui peuvent être offerts parce que vous pouvez obtenir l'assistance d'un huissier de justice dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. Il y a également les frais de certaines expertises qui peuvent être pris en charge, notamment les expertises en matière de tests ADN, mais également les expertises qu'une procédure en justice peut engager. Ça peut être une expertise balistique ou un examen pour un certificat médical. Donc ce n'est pas seulement l'assistance d'un conseil, il y a tout un panier de services qui est offert dans le cadre de l'assistance judiciaire. Alors le fonds est sur le terrain depuis quelques années déjà. À l'épreuve du terrain aujourd'hui, quelles sont les limites constatées, s'il y a bien sûr? Oui, bon, la principale difficulté qu'il faut relever, et il faut l'admettre, c'est la méconnaissance même de ce fonds par une grande partie de notre population. Donc, il y a un souci de sensibilisation, donc c'est un défi à relever. Il faut travailler à ce que la majeure partie de nos populations, surtout ceux qui sont bénéficiaires de ce fonds-là, puissent apprendre son existence et s'approprier le mécanisme parce que ça a été créé pour eux. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas connaissance de l'existence de ce mécanisme. D'où d'ailleurs peut-être le mois d'assistance judiciaire, ce mois de juin d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui est prévu durant cette période d'intense activité que vous avez entrepris depuis un bout de temps? Oui, avec le soutien financier du programme des Nations Unies et le PNUD plutôt pour le développement dans le cadre du projet COSET, et l'accompagnement de notre ministère de tutelle technique, Madame la ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, nous avons convenu que ce mois de juin puisse être qualifié de mois de l'assistance judiciaire. Et au cours de ce mois, c'est des activités entrant dans le souci de mieux faire connaître l'assistance judiciaire à nos populations. Et à cet effet, il y aura des émissions radiophoniques qui seront organisées dans les 25 commissions d'assistance judiciaire que nous avons au Burkina. C'est pour dire que dans chaque tribunal de grande instance que nous avons sur notre territoire, il y a une commission d'assistance judiciaire. Donc les émissions seront organisées dans le ressort de ces commissions, en français, mais également dans une langue locale qu'ils auront choisie. Et en dehors de ces émissions, il y a également des séances de sensibilisation qui seront faites par les membres de nos commissions d'assistance judiciaire dans toutes les maisons d'arrêt et de correction. L'objectif, c'est de porter l'information également aux personnes privées de liberté. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes privé de liberté que vous n'avez pas droit à l'information. Si vous permettez, c'est pour moi l'occasion également de remercier les membres de nos commissions d'assistance judiciaire qui font preuve de beaucoup de courage et d'abnégation
pour la réussite de ce mois de l'assistance judiciaire. Alors, merci, M. Bilgo. Merci beaucoup, madame. Sur ce plateau. Merci. Suite de cette édition, une suite toute en musique, et nous nous rendons à Fada pour les échos de la fête de la musique. Ce 21 juin, plusieurs artistes confirmés ou en herbe étaient sur scène. Une tribune offerte par les promoteurs du FESDIG, le festival d'Ilembu au Goulmou. L'ambiance avec Aruna Kaboure et Aruna Mari. Marie Gaëri met la place des martyrs de Fadan Gourmand en effervescence. La cantatrice de la Nyanya est sur la scène de la fête de la musique. C'est un podium dressé par le promoteur du FESDIG, le festival d'Ilembu au Goulmou, pour permettre aux étoiles montantes de la musique et les artistes confirmés de faire la fête. Je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est ma fête. Je souhaiterais les années prochaines qu'il y ait la paix stabilisée dans l'étendue du territoire du Burkina Faso. Nous avons initié cette scène parce que les artistes sont des acteurs clés qui accompagnent le FESDIG, voilà, depuis belle lurette, voilà, dans la réalisation vraiment de ce festival. D'où, en tout cas, notre implication pour en tout cas, mettre en place cette scène et accompagner les artistes. Ils sont plus d'une dizaine d'artistes de la région invités à partager la scène. Des artistes issus de divers courants musicaux comme pour donner une touche arc-en-ciel au spectacle. Face au micro, je peux me taire à mon inspiration de l'air. Slam, rap et des mélodies du tiroir sont revisités à l'occasion. Le promoteur convie une fois de plus les artistes sur la scène de la 15e édition du FESDIG prévue en avril prochain. En sport, Paul Domon de l'AS Bessel, le champion national en cyclisme. Il a parcouru les 158 km et demi en 3h36 minutes avec une vitesse moyenne de 40 km/h. Et c'est au sprint qu'il a battu Bassirou Nikiema de l'ASFA. L'arrivée en image avec Daouda Ouattara et Alain Didier Compaoré. À l'arrivée, c'est Paul Domon, le maillot vert du récent Tour du Cameroun. Le vainqueur du Tour du Bénin, le sociétaire de l'AS Bessel, Paul Domon, confirme sa bonne forme de la saison en remportant au sprint le championnat national de cyclisme 2021. Le championnat, c'est toujours une course particulière. Il faut faire très attention, c'est long. Et les gens ont vraiment un engouement encore plus élevé que lorsqu'une compétition normale. Donc, il fallait vraiment que je sois très malin. Donc avec l'encadrement technique, on a mis au point cette stratégie de rester tranquille. Je suis content d'avoir pu achever le travail de la plus belle des manières. Carrefour Palace Hôtel de Ouaga 2000. Il est 7h53 minutes. 65 coureurs de 18 clubs sont sur la ligne de départ. Le ministre des Sports et des Loisirs et le président de la Fédération burkinabé de cyclisme donnent le top de départ. Les cyclistes doivent parcourir 123 km sur la nationale numéro 6, route de Sapui en aller-retour, avant de boucler 5 fois le circuit de 4 km 250 sur l'avenue Charles de Gaulle. Après un peloton groupé jusqu'à la sortie de Ouagadougou, 3 coureurs, Pierre Zougmoré de l'AS Bessel, Mouni Vincent et Waa Bouda de l'AJCK, sortent du groupe à partir du péage route de Saponé. Ils ne seront pas inquiétés et Mouni Vincent enlève le premier point chaud au kilomètre 36. Les 3 FUA maintiennent leur cadence jusqu'au kilomètre 61 500 après le fleuve Nazinois, la fin du trajet de l'allée. Et la jonction est faite dès le retour. Là, une nouvelle configuration prend forme avec 7 coureurs. Ils creusent un écart de 30 secondes. Mais l'échappée sera annulée avant l'entrée de Saponé, le deuxième point chaud. Il est remporté par non moins de Bouddha du RCK. Puis direction Ouagadougou. Discret depuis, certains ténors comme Abdul Aziz Ninkema, Bassirou Monia, entre autres, prennent la commande des opérations. Ils prennent une avance sur le reste du peloton et abordent en premier le critérium sur l'avenue Charles de Gaulle. À 4 tours de l'arrivée, le peloton se rallie au fuyard. On dénombre 20 abandons. C'est alors au sprint
que se joue le championnat. Dans cet exercice, c'est Paul Doma qui se montre intraitable devant Bachirou Nikema en 3h56 minutes 13 secondes. Vitesse moyenne 40,500 km/h. C'est mon premier championnat avec une moyenne de 40 et quelques. Honnêtement, c'est vraiment à féliciter et je suis très content. Paul Doma a gagné, tout s'est bien passé, donc Dieu merci. Une apothéose qui satisfait tant la marraine que le ministre des Sports et des Loisirs. C'était une belle course, c'était convivial, c'était bien et bon, je suis un peu heureuse parce que je supportais celui qui a gagné, donc je suis encore plus heureuse parce qu'il a travaillé toute l'année, on l'a vu, donc c'est mérité. D'abord, il y a une satisfaction par rapport à la tenue même de ce championnat, se tient dans les délais. Il y a ensuite la moyenne horaire qui était très bonne. Ensuite, il y a eu quand même un peu de suspense. Même si on savait que si j'avais une arrivée groupée, il y avait peu de chances qu'on puisse battre Paul Doma. De façon générale, c'était un champion de très bonne facture. Suleiman Kone du RCK est médaillé de bronze et reçoit 300 000 francs CFA. 350 000 francs CFA, plus la médaille d'argent pour Bachirou Nikema de l'USFA. Paul Doma, lui, fait le titre double. Champion de la saison des U23 et celui des seniors. Il reçoit en plus du trophée la médaille d'or, le maillot du champion, 700 000 francs CFA et le trophée de Sa Majesté le Mogo Naba. « 15 policiers tués dans une attaque dans le centre-nord. Les faits font la une des quotidiens dans leur parution de ce mercredi. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, chaque quotidien y va de son analyse. La revue de presse de Vincent Kendré-Biogo. Embuscade mortelle à Foubé, 11 policiers tués, 15 plus tôt aux dernières nouvelles. Et pour l'observateur Palga, le bilan est lourd, sans doute le plus lourd pour la police nationale depuis que le pays est en prise avec ces individus armés non identifiés qui circulent pourtant à visage découvert au vu et au su de la population et peut-être même des forces de défense et de sécurité. Pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de trouver la meilleure formule thérapeutique pour traiter ce cancer qui ronge le Burkina Faso depuis maintenant 6 années, se demande l'Obs, qui se rappelle les propos du chef du gouvernement qui sonne comme une confession, pas de stratégie contre le terrorisme, et donnant ainsi des raisons à l'opposition politique qui réclame la tête de l'exécutif. Peine perdue, car les chefs n'aiment pas se faire tordre les bras. Selon Aujourd'hui au Faso, la calmie observée durant la période électorale de 2020 n'est plus qu'un vague souvenir pour les Burkinabés. Les incursions terroristes se sont multipliées ces derniers mois, les VDP sont devenus de plus en plus des cibles, et le climat sécuritaire ne cesse de se détériorer depuis 2015. Il y a péril en la demeure, titre d'un commentaire du journal Le Pays suite à cette attaque terroriste. Attaque meurtrière perpétrée 2 semaines seulement après le massacre de Solhan ayant fait au moins 132 morts. Et le journal ne s'empêche pas d'affirmer qu'une bonne partie du territoire échappe au contrôle de nos forces de défense et de sécurité qui se battent au péril de leur vie. Mais si on ne sait plus quelle solution envisager, le pire serait de baisser les bras face à la situation qui s'impose, commente le journal. Notre salut viendra du renseignement et des matériels aériens. Point de vue du journal Le Quotidien, dont la rédaction fait son analyse de la situation sécuritaire dans le pays et conclut par l'affirmation que le Burkina Faso et ses forces de défense et de sécurité doivent voler haut, être au-dessus des terroristes, au propre comme au figuré, car ce n'est pas une question de choix, mais une question de survie. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. Vous avez rendez-vous à 14h avec nos confrères des langues nationales. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.